Et Allez, bonsoir. super. Vous voyez mon écran, c'est bon? Vous voyez? Ouais, impeccable, ouais. Oui. Ouais, c'est Ok. bon, nickel. Alors, du coup, l'objectif de ce live, il est très simple. C'est de voir ce qui s'est passé en 2024, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment ça a impacté le cours du Bitcoin, et d'essayer d'anticiper 2025 avec les gros événements à venir, essayer de timer au plus haut possible l'ATH du Bitcoin pour que vous puissiez avoir un horizon de temps sur vos investissements et quand va être le moment le plus judicieux pour sortir vos cryptos. Alors, je commence toujours avec cette petite introduction. Où en sommes-nous? Donc aujourd'hui, on est toujours au même stade du dernier live il y a 2 semaines. La phase 1 du Bitcoin qui fait toujours ses plus hauts, on l'a passé. Là aujourd'hui, on est dans la phase 2 où on attend un futur niveau record de l'Ethereum. Tant qu'on n'a pas eu ce futur niveau record de l'Ethereum, tout ce qui est en dessous, les altcoins, ne peuvent pas encore exploser. C'est-à-dire que la liquidité aujourd'hui, elle est encore coincée entre le niveau 1 et 2, entre le Bitcoin et l'Ethereum. Et on a besoin que cette liquidité aille dans l'Ethereum. Et j'ai envie de vous dire maintenant même Ethereum et Solana. Une fois que ces deux seront gonflés à bloc, ça se déversera dans tout le reste du marché. Alors, où est-ce qu'on en est sur ça, c'est un cycle de 4 ans psychologique. Aujourd'hui, on est bien monté, hein, mais on est toujours au même niveau hein, entre Belief et Thrill. C'est-à-dire que bah, honnêtement, les plus beaux mois sont à venir. On n'est pas encore au niveau du top, mais on s'y rapproche de plus en plus. Et on est encore dans des petits retracements du cycle haut qui est en train de se dérouler. Voilà. Donc, que s'est-il passé en 2024? En 2024, le Bitcoin, il est passé de 40 000 à 100 000 dollars. Pourquoi? Comment? Ça, on va le voir étape par étape. Premier événement qui s'est déroulé le 10 janvier 2024, c'est l'approbation des ETF Bitcoin. À ce moment-là, le Bitcoin il était à 43 000 dollars. L'approbation des ETF Bitcoin, c'est un énorme événement dans le sens où aujourd'hui, des institutionnels peuvent acheter du Bitcoin en s'exposant avec des ETF. Avant, pour un institutionnel, il était très compliqué de pouvoir justifier auprès de sa banque ou de ses partenaires financiers d'acheter des cryptos. Et maintenant, à travers l'ETF, c'est totalement possible et normalisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avant, on était sur un marché, on va dire, rempli d'investisseurs privés et de petits particuliers comme nous. Et aujourd'hui, il y a un autre acteur qui rentre sur le marché, les institutionnels. Et là, l'avantage avec les institutionnels, c'est que eux, ils ont des moyens beaucoup plus considérables. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne vont s'exposer uniquement au Bitcoin et éventuellement voilà, l'ETH et tout ce qui va sortir en ETF. Mais ils ne vont pas aller sur tous les altcoins et nous, c'est ce dont on a besoin pour faire pumper notre buy. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a principalement que le Bitcoin qui a explosé cette année parce que la liquidité des institutionnels, elle est allée que dans le Bitcoin. Et donc, du coup, le Bitcoin, voilà, il a atteint 100K. Deuxième chose, l'halving du Bitcoin. Donc, ça a participé au pricing du Bitcoin pour passer, regardez, de 40 000 à 64 000 vers 70 000 quand on avait atteint un nouveau top record. Donc là, à ce moment-là, on a bien pricé. Et en fait, c'est ce qui se passe depuis les 4 derniers cycles. À chaque fois, après un halving, le cours du Bitcoin retrace. Il retrace, c'est-à-dire qu'il redescend, et il a besoin de d'autres facteurs externes pour pouvoir réaugmenter. Donc là, comme vous avez pu le voir, entre avril et septembre, on n'a jamais repassé les 70K. Le 23 juillet 2024, on a eu l'approbation des ETF ETH. Donc ça a permis de redynamiser le marché cet été parce qu'on a eu, comme vous allez le voir après, on a eu 3 événements majeurs qui ont amené le Bitcoin à 50 000 dollars. Donc moi je le vois très positivement cette annonce des ETF ETH. Pourquoi? Parce que ça permet de en gros légaliser
un ETF sur un premier altcoin, l'ETH. Donc ça ouvre la porte à d'autres altcoins tels que Solana qui pourra arriver, XRP et pourquoi pas d'autres gros altcoins solides. Tout peut arriver. Et plus on commence à déployer d'ETF, plus on peut imaginer des ETF voilà, sur des altcoins, je sais pas, Doge, ING, pourquoi pas, on ne sait pas. Et alors, il y a eu 3 événements majeurs au mois de juillet qui nous a amené à autour des 50 000 $. Il y a eu la vente des BTC par l'Allemagne. Alors en fait, il faut savoir que quand un gouvernement saisit du Bitcoin dans des affaires de justice, ils n'ont pas le droit officiellement de le revendre avec profit. Ils doivent le revendre tout de suite, immédiatement, sans chercher à faire un profit. Ce qui fait que l'Allemagne, elle, a vendu tout de suite à 50 000. Il y a eu pas mal de blagues qui ont été faites parce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre à 100K s'ils avaient attendu, mais en fait, ils ne pouvaient pas. Et les États-Unis, c'est la même chose. Ils ont saisi des bitcoins avec l'affaire Silk Road et ils ont été obligés de les vendre. Et il n'y a que si Trump crée un décret spécial qui pourront les garder. Mais bon, ça passe mal parce que c'est... Bref, ça commence à être compliqué dans les affaires de justice. Il y a eu la deuxième chose, la tentative d'assassinat sur Trump au mois de juillet. On a de la chance. Si Trump se serait fait assassiner, bah, malheureusement, c'était Kamala Harris aurait été élue et ça aurait été compliqué pour le marché des cryptos. Et on a eu également la plateforme MTGOX. Ça, c'était une plateforme qui avait fait faillite il y a plusieurs années. Et tous ceux qui avaient des bitcoins sur cette plateforme les ont reçus. Donc imaginez-vous qu'il y a plusieurs années, vous aviez, je sais pas, 10 000 euros de bitcoin et demain, on vous les redonne et ces 10 000 euros sont passés à 200 000. Bah, obligatoirement, vous avez envie de prendre du profit. Bon, je vais accepter la personne qui vient d'arriver. Tac. Donc voilà, tout ça, ça a eu un impact négatif et ça nous a amené à un des points les plus bas de 2024, à savoir 53 000 $. Donc cet été, c'était vraiment le moment idéal pour rentrer dans les cryptos. Et en fait, quand vous regardez, dès qu'on vous met de la peur, vous avez un point bas dans l'année. Et c'est le moment parfait pour investir. Alors que regardez, quand on nous parlait de l'halving, on était sur un point haut. Donc il vaut mieux toujours rentrer dans le marché des cryptos quand on est sur un marché de peur que sur un marché euphorique. Et là, dernièrement, le 5 novembre 2024, à peu près voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez mon petit point, le Bitcoin à ce moment-là, il était à 67 000 $. Et là, ça a vraiment lancé le bull run. Regardez, en quelques semaines, on est passé des 67 000 à atteindre les 100 000 en moins d'un mois. Donc là, on est vraiment sur un marché hyper euphorique où tout le monde était censé gagner de l'argent. Et aujourd'hui, c'est surtout le Bitcoin qui a pris et les altcoins, ils sont un peu en retard. Bref. J'ouvre une parenthèse. Oui. Pourquoi l'élection de Trump, par contre, son investiture fait que ça s'est autant cassé la figure hein, depuis... En fait, tout simplement, c'est que entre le moment où il a été élu au mois de novembre et l'investiture, cette hausse, elle est liée au pricing de l'investiture. En fait, toute l'investiture a été pricée entre novembre et début décembre. C'est-à-dire qu'en fait, depuis décembre, le prix il est déjà haut, il a déjà été pricé par rapport à l'investiture. Donc, on a besoin d'un nouveau souffle pour que ça réaugmente. Et pourquoi l'investiture, elle n'a pas donné plus de résultats que ça? Parce que durant son discours, il n'a pas insisté plus que ça sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc on a besoin, ça on va le voir plus tard dans les événements déterminants de 2025, mais il faut savoir qu'en fait les événements en crypto sont souvent pricés 2 à 3 mois à l'avance. Et c'est ce qui explique cette hausse, surtout dès qu'il a été élu. Et 5 décembre du coup 2024, le BTC dépasse les 100K. Et en dépassant les 100K, il commence à être au cœur des médias, on commence à le voir à la télé, il commence à être au centre des discussions dans vos familles. Les gens commencent à se poser des questions autour du Bitcoin, est-ce que je dois m'intéresser ou pas? Et voilà. C'est une barre psychologique qui a été franchie et qui lui permet d'être au cœur des médias.
Donc, qui a su performer en 2024? Bah là, c'est assez évident, comme on peut le voir, c'est les mêmes coins. Les mêmes coins, c'est vraiment les cryptos qui ont le plus performé en 2024. Et regardez quand même dans le bas, coin bas à gauche, le BTC, qui reste la crypto numéro 1 qui accueille plus de 60% des liquidités du marché, a fait plus 150%. Donc c'est pas facile de se dire qu'en fait, l'un des moves les plus simples à faire, c'était seulement d'avoir du Bitcoin. Moi personnellement, j'ai pas de Bitcoin et des fois je me dis, je suis à fond sur ING depuis un an, ING il a sous-performé le Bitcoin. Alors qu'à l'inverse, quand on sera vraiment dans une pure altcoin season, les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Mais ce phénomène n'est pas encore arrivé. Donc numéro 1, les mêmes coins. Regardez, numéro 2, les plateformes de crypto comme le BGB ou le BNB. Voilà. Et je pense que peut-être il y a le CRO de crypto.com. Non, je ne le vois pas. Donc on a ça. On a XRP qui a super bien performé parce qu'en fait, c'est le résultat de l'élection de Trump. XRP avait besoin que le président de la SEC saute pour pouvoir se développer. Et donc enfin, après plusieurs années, il saute. Donc XRP est à son vrai niveau. Et on remarque aussi également les Layer 1 qui ont bien performé. Donc Layer 1, on a SUI, 323%. Attention SUI par rapport à sa supply en circulation. On a Algo, 150. On a le Solana, qui est à 165%. XRP, c'est également aussi une blockchain. Ça fonctionne. BNB également. Alors, qui Théo. Voilà. Donc, même coin, Layer 1 et le top 5. BTC, Sol, XRP. Par contre, on n'a pas ETH. Ah oui, on a TON aussi en Layer 1. Et en RWA, on a Ondo, qui a bien performé. Ah, on a TRX en Layer 1. Voilà. Et un peu de altcoin Solana, comme le Redium. Mais après, le Redium, il était super haut, super bas par rapport à son niveau d'avant. On a le Jup. Voilà. Bref, pour résumer, c'est même coin, plateforme d'exchange comme BGB et Layer 1. Donc les indicateurs. BGB, ça a l'air d'être un très très bon projet. Lequel? BGB. Alors BGB, qu'est-ce qui explique cette énorme hausse? C'est qu'ils ont brûlé 30 ou 40% de leur supply. Donc du jour au lendemain, il y a beaucoup moins d'offres par rapport à la demande. Ok. Voilà. Oui, Philippe? Philippe, tu voulais poser une question? Oui, non, il a peut-être fait une erreur. Et donc le BGB, les facteurs déterminants, c'est est-ce qu'ils vont être en mesure de créer une blockchain comme le BNB? Par contre, le BGB... Moi, je crois à fond. BGB, je sais pas pourquoi, mais il m'inspire. le problème, il a déjà bien pris. Hein. Et par contre... Ouais, je sais, mais rien ne... Sur le long terme, ouais, c'est rien, enfin, rien, ça se trouve que ça peut être un beau projet sur le long terme aussi. Sur 10 ans, ça peut être un projet qui Alors, peut attention, ça reste un token de plateforme. Moi, je vais te donner mon retour d'expérience. J'adore BGB. BitGet, c'est la plateforme que j'utilise en numéro 1. C'est même une plateforme avec laquelle j'ai un partenariat qui est actif. Mais pourtant, je dis attention. Pourquoi? Parce que comme FTT et FTX, j'en avais énormément sur le dernier cycle. Si un jour BitGet se prend une régulation très forte, comme Binance l'a pu le connaître, ou la loi MiCA l'empêche de se développer en Europe, etc. Mais pourtant, en ce moment, ils font des efforts. Le BGB va être impacté par tout ce qui peut arriver à BitGet, la marque. Donc ça, c'est soit des opportunités pour recharger plus bas, ou soit, attention, à ne pas trop s'exposer au BGB et aux crypto de plateforme. Mais par contre, c'est des cryptos voilà, qui prennent bien pendant le bull run. Pourquoi? Parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de frais de trading qui sont payés et plus la plateforme gagne des sous. Et quand tu gagnes des sous, tu es plus en mesure de faire des airdrops, des récompenses, de développer tes tokens comme le BGB. D'accord. Ok. Pour te donner un exemple, il me semble que BitGet en 2024,
ils ont multiplié par 10 leur nombre d'utilisateurs. C'est énorme. T'imagines, tu as un portefeuille client, tu le multiplies par 10 en un an. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc, les indicateurs à surveiller en 2025. Je vous l'avais déjà mis, mais je vous le remets encore parce qu'il est super important et il a fait ses preuves sur ces 15 dernières années. C'est le MVRVZ Score. Donc, celui-ci vous permet, comme c'est indiqué en dessous, d'évaluer quand un actif est surévalué ou sous-évalué par rapport à sa juste valeur. Donc, entre la capitalisation boursière actuelle et celle réalisée. Donc là, je vous ai mis celle d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, bah, ça commence à chauffer depuis 2023 et la fin du bear market. Mais on n'est pas encore en haut de marché. On a encore de la marge. Par contre, cette marge, cette hausse, en fait, elle va très très vite. On peut le voir historiquement. Regardez, en 2013, c'est monté d'un coup. 2017, 2018, pareil, d'un coup. 2021, d'un coup. Donc là, ça va monter aussi d'un coup. Il faudra être prêt. C'est ce que je vous dis. Là, on a eu, on va dire, 2024, je vous fais toujours des métaphores par rapport au foot. 2024, c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde. Là, on commence à rentrer dans les matchs de poule. Et quand ça va être les phases qualificatives, du jour au lendemain, vous pouvez sortir. Donc, il faut que vous soyez prêts à ça. Là, ça va vraiment s'accélérer. On n'a plus une vision de plus de 6 mois devant nous. Là, on parle de 3 mois, quelque chose comme ça. Voire plus. Allez, 3 à 6 mois max. Je vous ai récupéré un tweet qui m'a vraiment marqué. Qui s'appelle. Alors, il vous permet d'analyser le total 3. Qu'est-ce que le total 3? C'est l'ensemble de l'argent que vous avez dans les altcoins en enlevant le Bitcoin et le TH. Et donc, ça nous permet de savoir où on en est au niveau de l'altcoin season. Est-ce qu'on est en retard ou pas? Donc, je vais vous commenter le tweet. Donc, en 2017, la TH, il était à 360 milliards. En 2021, au début de l'altcoin season, on était à 130 milliards. Donc, on était 3 fois moins que l'ATH 2017. Et le top du dernier cycle, c'était mai 2021. Et comme vous pouvez le voir, entre janvier et mai 2021, quand on est en altcoin season, là, on est passé on a fait x7,5 sur ce total 3. Comment on a pu faire x7,5 sur ce total 3? Bah, c'est simplement la liquidité, les euros, les dollars qui sont arrivés dans un premier temps vers le Bitcoin, qui sont après allés dans... Alors, je vais vous remettre là, rapidement. Au début, je vous ai toujours dit, les euros, les dollars, ils arrivent dans le Bitcoin. Puis ça descend vers l'Ethereum. Et après, ça se propage dans le large cap all season. Donc le total 3, c'est l'ensemble des large cap et tous les altcoins. Et aujourd'hui, eh ben, on est à l'aube d'une explosion pour que tout ça, ça fasse plus que x5, quoi. Donc aujourd'hui, la market cap du total 3, elle est de 950 milliards. 950 milliards, on est équivalent à l'ATH de 2021. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que bah, l'argent qui est en crypto est au même niveau que l'ATH de 2021. Donc en fait, on est quand même à un niveau qui est super haut. Mais pourquoi on n'arrive pas à le voir visuellement sur nos altcoins? Bah, parce que le marché aujourd'hui, il est trop dilué. J'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai envie de vous dire qu'en 2021, on avait moins de 10 000 cryptos. Et aujourd'hui, en 2025, avec tous les mêmes coins à la con, on se retrouve avec 10 millions de cryptos. Et donc, du coup, c'est autant d'argent qui sont dilués un peu partout. Ce qui fait que le top 100 ou le top 200 bah, ne décolle pas autant qu'il devrait être. Parce que l'argent va partout. Regardez ce qui s'est passé avec le Trump token ce week-end. Le Trump token, il me semble qu'il a atteint 30 milliards de market cap. Bah, c'est 30 milliards que vous avez en moins sur vos altcoins. L'INJ, c'est 2 milliards de market cap pour vous donner un titre de comparaison. Il suffit qu'il y ait 1 milliard de plus dans l'INJ et il passe de 20 à 30 $. Ben, on ne l'a pas là. Aujourd'hui, ces 30 milliards, ils sont dans le Trop Token, dans le Melania, tout ça. Et ça, on a besoin que ça disparaisse rapidement pour que ça soit redistribué au vrai projet. Donc aujourd'hui, le total 3, qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour le Total 3 au pic du bull run? Là, aujourd'hui, on est environ à 1 milliard. On peut jouer entre 2 et 4 milliards. Voilà. Mais on n'ira pas au-delà. Ce qui fait que on est déjà à un niveau super haut en termes de market cap du Total 3. Donc attention, il faut peut-être revoir nos estimations à la baisse. Pourquoi? Parce que avec l'apparition de tokens à la con, à la Trump, bah, ça nous bouffe nos performances qu'on attendait sur nos altcoins. Donc, et là, la personne qui a écrit ce tweet entrevoit le top. Lui, il entrevoit le top de l'ATH un mois après le Bitcoin, entre avril et juin 2025. Moi, je le rejoins. Je pense que voilà, ça sera entre mars et mai 2025. Je pense que ça sera le top. Après, le top, ça ne veut pas dire le top pour chaque crypto, hein. Pour toutes les cryptos. Ça va être du cas par crypto. Il va falloir regarder également la Bitcoin dominance. Là, aujourd'hui, on est à 55,5. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on rentre en altcoin season, la Bitcoin dominance diminue, passe en dessous de 50, voire est à 40%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'argent qui est dans le Bitcoin se déverse vers les altcoins. Donc là, au mois de novembre, on était bien descendu, on était tombé à 50. Et là, avec le mini crash de décembre, on est remonté. Et là, on a un niveau stable autour de 55. Mais on a vraiment besoin que ça passe en dessous de 50 pour récupérer l'argent du Bitcoin et que ça aille dans nos altcoins. Alors, comment timer l'ATH? Alors là, vous ne voyez pas forcément l'image. L'image vous montre le cours du Bitcoin depuis 4 ans. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que quand on fait des cycles d'1 an, alors 1 an, c'est un demi-cercle vert. 6 mois, c'est un demi-cercle bleu. Et le rouge, c'est 3 mois. Pardon, 6 mois, 3 mois, 1 an, 6 mois, 3 mois. Et en fait, ce qu'on remarque depuis plusieurs années, mais là, je vous ai mis les 3 dernières années, que le top local, il est toujours 3 mois après le début d'un cycle d'1 an. Et le top d'un cycle d'1 an, il est après 6 mois. Donc là, en 2023, on l'a eu ici, puis là, on entame un deuxième cycle d'1 an, premier top local, on redescend, plus haut top d'1 an dans les 6 mois, après on retrace, et là, dans ce dernier cycle d'1 an, où on est actuellement, on a eu un premier top local au mois de décembre à 100K. Là, on est en train de retracer. Et normalement, si on suit cette courbe, le prochain top de l'année serait autour des fin février et vers 130 000. Donc ça encore, c'est des graphes, c'est des stats. Il faut prendre en compte aussi tous les événements majeurs physiques, plus les analyses fondamentales de tous les projets. Mais ça nous permet d'avoir une idée de quand va être à peu près le haut du niveau record du Bitcoin et son niveau. Donc le pronostic, moi qui me semble crédible, c'est 130 000 autour de fin février. Donc fin février, on s'y approche vite, hein. Ça va vite tout ça. Et derrière, dans le mois qui suit, c'est là où vous verrez le cœur du bull run avec tous les altcoins qui vont péter. C'est fou comment donc quand ça retrace tous les 3 mois, sur le cycle de 1 an, la figure chartiste qu'on retrouve le plus, c'est tout le temps des M en fait. Enfin, de W ou des M sur chaque cycle. Alors, moi j'ai toujours dit, hein, je ne suis pas un expert au niveau des graphes, au niveau de la charte, etc. Mais logiquement, regardez, depuis la fin du bear market, on est en hausse. Mais pourquoi on fait des retracements? Parce que les market makers, ils ont besoin de faire des sous. Donc à chaque fois, il y a une news de merde qui fait tomber. Après, on reprend notre cycle. Voilà. En fait, ce qui est surtout important au niveau graphique, sans rentrer dans le détail, c'est de savoir si on est dans une tendance long terme haussière ou baissière. Parce que là, ça change tout en termes de raisonnement par rapport à notre portefeuille. Et clairement, aujourd'hui, on est toujours dans une tendance haussière.
Mais cette tendance haussière, ça va bientôt se terminer. Et ça, vous devez être alerte par rapport à ça. Ne pas avoir des perspectives trop longues. Et d'être capable de commencer à prendre vos profits. D'accord, ok. Alors, les événements à suivre en 2025. J'en ai énuméré les principaux, mais j'en ai sûrement oublié. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me le dire. Bah, la première chose, c'est Trump et son Direction of Government Efficiency. Voilà. À chaque fois que vous allez voir une news ou un tweet par rapport à Trump et le Bitcoin, boum, ça va pumper. Ça va être positif. Et à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de négatif par rapport à ça, il y aura un impact sur le Bitcoin. Donc, en fait, tous les yeux aujourd'hui seront sur Trump. C'est bien et c'est pas bien. Ça rend pas le Bitcoin stable. Ça rend pas le marché stable, mais c'est ça qui est excitant avec l'adrénaline, c'est que tous les jours, regardez, juste hier avec le jour de l'investiture, il y avait du FUD, il y avait des news de partout et ça a fait que d'aller dans tous les sens. Deuxième chose, l'enjeu, ça va être les réserves stratégiques des pays. Donc là, c'est une carte des pays crypto-friendly, mais je vous avais partagé récemment le classement des détentions de Bitcoin par pays. Donc aujourd'hui, les États-Unis, ils ont à demi-mesure annoncé qu'ils sont en train de faire des réserves stratégiques de Bitcoin, mais ils vont pas le clamer haut et fort, parce que autant vous dire que la Russie et la Chine, ils vont pas attendre que les États-Unis fassent une réserve. Donc je suis sûr que Russie et États-Unis, Russie et Chine ont déjà commencé et ils vont pas le dévoiler officiellement. Donc dans les pays qui ont beaucoup de Bitcoin, vous avez États-Unis, Russie, Chine, Corée du Nord, Bhoutan, Salvador. Et en Europe, malheureusement, on est en retard. Donc, les États-Unis, de ce que j'ai entrevu, leur objectif, c'est de détenir 1 million de Bitcoin. On a 21 millions de Bitcoin. Je crois qu'on aura que, avec tous ceux qui sont perdus, il y en aura que 19. Ils vont détenir 5% des réserves mondiales. Ça va être énorme. Plus MicroStrategy qu'on a entre 500 000 et 1 million. Voilà, aujourd'hui, 10% des bitcoins, ils vont être aux États-Unis. Et ça va être un enjeu majeur pour cette année et les années à venir. Des petits événements à jouer sur ce cycle, ça va être les événements voilà, de grosses blockchains, de grosses cryptos, comme le Solana Crossroad. Ça va se dérouler en Turquie le 25-26 avril. Comme ce qu'il y a eu il y a eu un événement similaire, Solana Crossroad, c'était en septembre 2024 à Singapour. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de jouer les altcoins et les NFT sur Solana parce que tout explose. Il suffit d'une petite news et ça explose. Moi, je vous avais parlé du NFT Sagamonk pendant l'événement. Il a fait x2, x3 parce qu'ils ont apporté des news sur le Solana Mobile 2. Il y a eu le même coin d'Iggy Azalea qui a fait x4 parce que elle a créé une plateforme pour jouer au poker, un truc comme ça, donc ça amène une utilité sur son même coin. Donc ça peut être voilà, un événement à jouer, vous l'anticipez plusieurs semaines avant, vous ciblez certains mêmes coins NFT et altcoins de Solana et vous pouvez vendre et faire des profits durant ces événements. Et ça c'est typiquement ce qu'il faut anticiper pour faire des sous en crypto, c'est-à-dire ne pas FOMO pendant l'événement, mais anticiper les événements. Les ETF d'altcoin, XRP Solana, ça va être déterminant. Pourquoi? Parce que dès qu'en fait une crypto passe sous le label, on va dire ETF, ça lui permet de garder une certaine stabilité. Donc aujourd'hui, le Solana, on a tapé les 280 $, si je ne me trompe pas. S'il y a un ETF, ça va lui permettre de ne jamais retrouver, je sais pas, un prix en dessous de 200 $. Et c'est ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'approbation, regardez ici, ouais. À partir du moment où on a approuvé les ETF Bitcoin, on était à 40 000 $, et depuis qu'on a approuvé les ETF Bitcoin, on n'est jamais redescendu en dessous de 40 000 $. On est redescendu à 52 000, mais même 52 000, voilà, on est largement au-dessus des 40 000. Donc à partir du moment qu'une crypto
passe sous ETF, elle retrouve jamais son niveau d'en dessous. Donc ça permet de la stabiliser. Donc ça pourrait être une super news pour certaines altcoins telles que XRP et Solana. Donc aujourd'hui, je vois mal, même en bear market, le Bitcoin repasser en dessous de 45 000, voire même en dessous de 50 000, ça sera compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'ordres d'achat, il y a tellement d'institutionnels qui ont acheté à ces prix-là que ça va être compliqué. Ça, XRP. Ah oui, pour l'ETH, alors comme vous le savez, ETH, aujourd'hui les frais de gaz sont chers, il n'y a pas forcément beaucoup de transactions, c'est pas forcément hyper efficace, c'est pour ça qu'il y a des layers 2.0, il y a des layers 2 qui fonctionnent plus. Et aujourd'hui, l'enjeu pour ETH, pour retrouver, je sais pas, une somme, pour éventuellement atteindre un jour une somme à 5 chiffres comme 10 000 $, il faut que l'évolution du ETH 2.0 soit beaucoup plus efficace. Donc ça va être l'enjeu d'ETH cette année. Si ETH devient plus efficace, il y aura beaucoup plus d'utilité, on pourra plus construire et du coup le prix augmentera. Alors là, je vous dis attention à certaines choses. Quand vous allez vouloir sortir vos cryptos, vous aurez trois solutions. Les sortir en Bitcoin. Moi, ça me semble être une bonne option parce que ça va être compliqué pour le Bitcoin. Je vous ai montré de descendre en dessous de 50 000. Vous allez vouloir les sortir en euros, mais si vous les sortez en euros, vous prenez la flat tax si vous êtes en France. Et vous allez vouloir aussi les sortir en stablecoin, USDT, USDC ou autre. Et là, il faut faire attention. Être en stablecoin, ça ne vous garantit pas une sécurité. Avec ce qui s'est passé avec le Terra Luna, imaginez du jour au lendemain, le Terra Luna, c'était l'UST, il est descendu à zéro. Alors, bien évidemment, l'USDT et l'USDC ne sont pas du tout au même niveau, mais c'est déjà arrivé des petits DPEG où les stablecoins perdent de la valeur. Donc, entre... Alors, je vais accepter d'y arriver. Entre sortir... moi, si j'avais le choix, je mettrais un classement entre sortir ces cryptos en Bitcoin, stablecoin ou euros. Je vous mettrais en 1 Bitcoin, en 2 en euros et en 3 stablecoin. Stablecoin, ce serait à éviter. Stablecoin, c'est uniquement si vous avez l'envie de re-rentrer en crypto durant l'année. Alors j'ai oublié de mettre dans les slides un événement à faire attention, c'est MicroStrategy. Aujourd'hui, MicroStrategy, c'est l'entreprise qui possède le plus de Bitcoin au monde. Leur dernier achat, si je ne me trompe pas, il est à 102 000 $, quelque chose comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça signe? Et aujourd'hui, quand ils achètent des Bitcoins, ils les achètent à travers de l'effet de levier, ils font des prêts, etc. Donc si le Bitcoin un jour a un niveau inférieur, il me semble, à 50 000 $, j'ai plus les chiffres exacts, MicroStrategy sera en défaut de paiement. Et si MicroStrategy est en défaut de paiement, donc toute news où vous entendez MicroStrategy est en défaut de paiement, ça pourrait entraîner le début du bear market éventuellement. Ce qui avait entraîné le début du bear market en 2022, c'était la fin de FTX. Parce que ça a fait crasher une plateforme, ça a fait crasher les liquidités de pas mal de petits investisseurs et du coup d'entreprises qui avaient leur liquidité, des entreprises d'altcoin Solana qui avaient leur liquidité sur FTX. Donc attention à ça. Ça pourrait être le début du bear market si MicroStrategy n'arrive pas à être en défaut de paiement. Ils font quoi, MicroStrategy? Alors, à l'origine, c'est une entreprise qui a gagné des sous sur Internet. Attends, je vais le retrouver. MicroStrategy, voilà, ils font tout ce qui est logiciel, informatique. C'est un éditeur de logiciels informatique. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, ils n'achètent plus des cryptos avec leurs fonds propres. Il faut le savoir. Ils achètent des cryptos à partir de prêts qu'ils font sur le marché. Donc là, c'est plus le même impact. C'est-à-dire que s'ils coulent, ils vont faire couler toutes les personnes qui ont prêté de l'argent à MicroStrategy. Et comme avec la crise des subprimes aux États-Unis, vous voyez, c'est pas une personne, c'est un domino de plusieurs personnes qui tombent d'un coup.
Donc les narratifs stars à surveiller pour 2025. Bah, les mêmes coins, clairement. Depuis 2023, on voit l'élan des mêmes coins et c'est pas prêt de s'arrêter. Regardez en un week-end Trump et Melania, il n'y a rien, il n'y a pas de projet et on atteint 30 milliards de market cap. Donc là aujourd'hui, les mêmes coins ils dorment et ça c'est bien. Et donc ça vous laisse des portes d'entrée et ça va repartir dès que la liquidité. Alors, je vous avais montré un truc dans le groupe. On va regarder un coup les mêmes coins sur Solana. Comment s'est déversé la baisse du token Trump? Est-ce que ça s'est déversé sur les. Alors, ça s'est déversé sur les mêmes coins Solana? Je suis pas sûr. Parce que le Solana avait pris quoi, 10-15% là, c'est ça quand Bah, en fait, c'est Trump ça. a sorti son Imagine, tu es un investisseur lambda. Tu es rentré sur le Trump à 10 dollars. Le Trump, il a fait 50 dollars. Tu as fait x5. Tes 1000 dollars, ils sont passés à 5000. Pour vendre tes Trump, tu as deux solutions. Soit tu les vends en stablecoin, soit tu les vends en Solana. Mais vu que le Solana, c'est quand même une valeur assez stable et que tu en as besoin pour des NFT, pour autre chose, pour payer blockchain, bah en fait, le réflexe a été de convertir tes gains en Solana. Et du coup, ça a amené énormément de liquidité d'un coup sur Solana. Donc regarde, même coin Solana, on va regarder la performance sur 7 jours. Bah voilà, Dog with Hat, il prend 90. Ah non, pardon. Fartcoin prend 90%. SPX prend 40%. Gigashot 27%. Donc pas tous ont récupéré. Le bon prend 30%. C'est énorme, hein, parce que le bon qui était déjà numéro 2. Voilà. Ils n'ont pas tous récupéré la liquidité du Trump, mais il y a quand même des belles performances sur une semaine. Et ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Ok. Alors, la narrative numéro 2, moi ce que j'appelle le top 5. Top 5, c'est quoi? Bah, c'est Bitcoin, Ether, XRP, Solana. Bah, aujourd'hui, ils sont qu'à leur début, hein. Vu que l'ETF il est existant, il y a de plus en plus d'institutionnels qui rentrent de l'argent et pour rentrer de l'argent, ils sont obligés de passer par le top 5. Mais en fait, le top 5, il va aller encore plus haut, de plus en plus haut. Donc c'est une belle valeur refuge. Et en narrative 3, Base. Alors pourquoi Base? Base, qu'est-ce que c'est? C'est ça pourrait être le nouveau BNB. C'est-à-dire que c'est lié à l'entreprise Coinbase. Et il faut savoir que Coinbase, c'est la plateforme numéro 1 pour les institutionnels qui achètent des cryptos. Et du coup, Coinbase vont faire énormément de sous. Et avec ces sous, bah, ils l'utilisent pour développer leur propre technologie. Donc Base, aujourd'hui, c'est un layer 2 sur Ethereum. Et tous les altcoins liés à Base, si la blockchain explose, bah, pourraient exploser. Donc c'est un territoire à explorer. Younes me l'avait soulevé dernièrement. Moi personnellement, j'ai pas creusé plus que ça parce que je suis trop impliqué sur INJ. Mais si vous avez du temps, moi je vous invite à explorer Base parce que il y a des fonds, il va y avoir de la lumière dessus. Aujourd'hui, il y a presque rien, il y a tout à construire. Il y a le Brett en même coin numéro 1 qui a cartonné, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Il y avait Fabien, il m'avait montré l'Akuma. Voilà. Donc, Base, il y a un coup à jouer dessus. Ça vaut le coup de s'y intéresser. Après, en ce moment, ça reste quand même un layer 2 et c'est pas le layer 1. C'est différent du BNB. Mais voilà. Question. Voilà. J'arrive à la fin de petit exposé. Donc, en conclusion, pour conclure, on est pour moi en 3 à 6 mois à la fin de ce cycle. Il faut que vous préparez vos portes de sortie. Là, vous avez plusieurs éléments déterminants à prendre en compte, à suivre. Vous avez aussi des critères, voilà, des indicateurs qui vous permettent de tamer le marché. Ne les oubliez pas. Quand on va être en euphorie, comme on l'était au mois de novembre et début décembre, là, ça va encore se passer. Et ben, profitez de ce calme pour fixer vos niveaux de sortie. Et là, ne soyez pas trop gourmand. Il vaut mieux sortir et limite re-rentrer derrière que ne rater une porte de sortie et elle ne se représente plus tard.
Voilà. Je vous écoute pour les questions. On va faire un petit tour de table. Allez, Cyril. Tu avais plus ou moins indiqué certains niveaux de sortie au niveau de toi bon, je dirais de tes chouchous, que ce soit ING, Like, UOS, etc. Vu ce que tu nous disais tout à l'heure, notamment sur comment la market cap déjà assez haute des altcoins, est-ce que pour le moment, tu maintiens plus ou moins tes objectifs ou tu commences déjà à te dire, bon, peut-être faut que je revoie deux, trois petites choses à la baisse quand même? Bah, je te cache pas que ce tweet, il m'a retourné quand même un peu le cerveau. Mais je reste, comment dire, je continue mon plan, je bouge pas par rapport à mon plan. Mais oui, je pense peut-être revoir mes niveaux à la baisse pour sortir. Et pas être aussi ambitieux que je voulais être. C'est-à-dire que l'UOS, clairement, ça va être compliqué de retrouver son ancien ATH. Pourquoi? Bah parce que, et ça va être pareil pour toutes les cryptos, ça va être très dur de retrouver leur ancien ATH de 2021. Bah pourquoi? Parce qu'il y a plus de cryptos, donc il y a moins de chances qu'il y ait autant de liquidités qui arrivent dans cette crypto. Ok. Mais pour le moment, j'ai toujours les mêmes niveaux de vente et j'attends de voir comment ça chauffe. Et comme tu as pu le voir, hein, quand ça chauffe, ça va vite, hein. BGB, XRP, en 2 3 semaines, c'est x5, hein, ça va vite, hein. Ok, merci. Andy? Sur ton épargne complète, quel est le pourcentage que tu mets dans les cryptos? Euh, C'est 10, 15, 20, 30, 40%? c'est compliqué de te répondre à cette question. D'accord. Non, pas parce que je veux pas vous le dire, parce que en fait, j'ai pas raisonné en termes d'épargne quand j'ai investi en crypto. J'ai raisonné en D'investissement. termes au Ok. début de bénéfices que j'ai fait sur l'activité PRH l'année dernière. Ah, ok, d'accord. Tu vois? Ok. En fait, ce que je me disais, c'est que quand je gagnais 1000 euros par exemple dans PRH, je mettais 20% en crypto. Tu vois? Et aujourd'hui, tu peux pas déterminer, enfin, tu connais le pourcentage de ton épargne investissement en crypto ou en fait, tu connais vraiment pas du tout, tu pourrais pas l'établir Si, aujourd'hui. j'ai une idée, hein. Ok, d'accord, pas de souci. J'ai une idée et je pense que moi, ce que j'ai en crypto, c'est en épargne disponible, c'est au-delà de 50%. Facile. Ah ouais, quand même. Ok, Oui, d'accord. ouais. Parce que moi, à ce temps-ci, je mange pas mal de vidéos d'épargne, en fait, vraiment des bases de l'épargne sur le PEA, sur les ETF, etc. Et moi, en fait, je suis en train de commencer à voir le budget qu'il faudrait vraiment que je consacre Mais sur les après, cryptos. Sur le fait de recharger et de prendre trois cryptos, vraiment deux, trois cryptos. Bah, Bitcoin, ETH, recharger ça par semaine, voire mensuellement. Et voir la petite troisième ou quatrième crypto, pépite sur le temps sur lequel je peux consacrer. Et là, moi, je suis dans ça pour l'instant. ok. Alors pour te donner aussi plus de détails, on me dit, moi j'ai de l'investissement immobilier, donc c'est différent, tu vois. Mon épargne, elle a déjà été mise dans l'investissement immobilier, Ouais, donc t'as déjà monté la pyramide voilà. quasiment. Bah, t'es au dernier échelon de la pyramide, quoi. Donc j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'épargne vu que j'ai des rentes qui tombent avec l'immobilier. Tu vois, Ok. c'est différent. Et par contre, fais attention aux vidéos que tu vois dans le sens où là, on va rentrer au cœur du bull run, l'alcoin season. Donc, c'est pas les mêmes comportements à avoir quand on est en bear market ou en altcoin season. C'est-à-dire que le DCA, de rentrer mois par mois, ça marche pas pendant l'alcoin season. Ouais, mais après, c'est pas forcément, quand je parle d'épargne, c'est pas forcément, je parle pas d'investissement pur crypto, je parle sur le plan personnel aussi, tu vois. Ok, ok, je vois. Sur le pourcentage clé qu'on dit souvent, c'est le Non, non, 50, 30, 20, le moi- 50, 30, 20, 50% de dépenses obligatoires, 30% d'épargne, 20% d'investissement. ok. Moi, je préconise maximum 10-15%, hein. Pas aller au-delà, hein. Tu vois, si t'as pas d'investissement immobilier ou autre, tu mets pas plus de 10-15% de ton épargne en crypto.
D'accord, ok, pas de souci. Ok, super, ok, bah merci beaucoup. Chris? Ouais, alors moi j'ai une question, c'est plus par rapport, tu sais, tu avais partagé le Bellscoin, Oui. et c'est quoi ton sentiment là, sur celui-ci? Tu penses Ah, qu'il va remonter ou... bah le Bells, c'est simple. Je l'avais mis dans la catégorie remplaçant. Un remplaçant, Ouais, ça peut aussi bien faire fois 100 que divisé par 100. Donc, là, j'ai vu qu'il a énormément retracé. ouais, J'en ai même parlé à Aaron parce que c'était lui l'expert du Bells. Et pour moi, c'est pas le moment de vendre parce que l'alcoin season, on n'est pas encore au cœur de l'alcoin season. Par contre, si je vois un prix comme ça en beer market, là, je vends tout, hein. Je récupère toute ma mise. ah oui, tu penses qu'il y a moyen qu'il y Bien sûr, a regarde, je te donne une l'exemple hausse d'intérêt sur celle-là? regarde le like. Il n'arrête Ouais, pas de faire fois 10 divisé par 10 fois 10 divisé par 10. C'est des cryptos où la market cap elle est super basse et le cours fluctue selon les news ou les narratifs du moment. Et il faut le ok, savoir, quand tu es dans la donc à voir. catégorie remplaçant, bah, tu as une échelle de 1 à 10, voire plus. Ouais, Ça fait je partie vois. du jeu. Ok, Mais pour ton information, j'ai des bells aussi et je les ai pas vendus. ok, ok. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que je me suis dit, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais par rapport à celle-là, parce que c'est vrai qu'elle a, ça fait un moment, elle fait que de baisser. Elle fait pas comme le like où Hmm. elle oscille un petit peu, tu vois. Ouais. J'ai l'impression. Il faut guetter parce qu'il y a eu un FUD avec le Lucky Coin. Lucky Coin, il a eu un problème technique ou autre. Tu as vu, il est passé de 30 centimes à 15 dollars et aujourd'hui, je crois que ça vaut plus rien. Donc, C'est celui qui a le même logo, non? C'est pas ça? ouais, mais il y avait à peu près la même histoire et il a eu. Et ça ajoute des tours aussi aux Bells, tu vois. Une crypto similaire Ouais, qui a. Ça n'inspire pas confiance aux investisseurs, tu vois, pour rentrer dedans. ok. Mm. Mais c'est différent, non, non. C'est- Voilà, bref. Faut prendre en compte, quand tu es dans la catégorie remplaçant, il faut avoir le bon timing. Des fois, tu peux rentrer quand tu es au plus haut, des fois au plus bas, mais ça peut avoir cette latitude. Ok, bon, bah on verra alors. Béatrice? Oui, excuse-moi. Moi, j'avais une question par rapport, quand tu ressors, tu dis l'USDT, enfin, parce que là, aujourd'hui, moi, j'en ai quand même USDT en staké. Oui. Est-ce que Bloqué, mettre en euros ou pas? stacké flexible ou bloqué? Oui, flexible. Bah, c'est bon si c'est flexible, pas de problème. Oui, voilà. Non, parce que, comme tu disais tout à l'heure, quand on veut sortir, privilégier peut-être l'USDT, tu le mettais plutôt Ah oui, après l'euro. en stablecoin, après un stablecoin numéro un, l'USDT. La conversion en euros, ça c'est vraiment quelque chose que tu fais tout à la fin, hein, parce qu'à partir du moment où Ouais. tu fais la conversion en euros, ça déclenche la taxation. Donc ça, c'est à éviter absolument. Mais en stablecoin numéro un, USDT et USDC. Ouais. Faut savoir que quand vous avez 1 dollar en USDT, l'entreprise Tether, elle possède l'équivalent dans leur compte. Mais oui, aujourd'hui, le SDT reste le numéro un. Mais si tu as une grosse quantité de stablecoin, tu peux éventuellement mettre 80% sur le SDT et 20% sur le SDC. Pour pas mettre tes œufs dans le même panier. Ouais. Ah oui, USDT et USDC. Ah oui, faire moitié-moitié. Mm. C'est quoi l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Le SDC, tu vois, je crois que tu avais dit bouge un petit peu parfois. Bah, les deux peuvent bouger. En fait, les deux sont liés à une entreprise qui possède les réserves en dollars. Et si une entreprise a une bad news, bah, ça se répercute sur un éventuel dépeg. Donc, vous voyez, les bad news, ça arrive sur toutes les cryptos. Donc, il vaut mieux se prémunir en mettant ses œufs dans plusieurs paniers. Mhm. Ok. Younes? Younes, t'es là? Oui, oui, c'était pour désactiver le micro. Bonsoir. Super. Bonsoir. Du coup, moi, en fait, je voulais faire une petite remarque. C'était pour partager aussi mon positionnement.
Du coup, j'ai trouvé mes deux milieux de terrain, justement par rapport à l'actualité. Oui, Donc, c'est le Radium et le Jupiter. Donc, ça y est, là, je suis convaincu. ok. Pourquoi? Bah, justement par rapport à la narrative du meme coin, par rapport à l'écosystème Solana. Et en fait, j'ai remarqué que si les meme coins explosent, forcément, il va falloir les acheter. Ils ne seront pas disponibles sur les grandes plateformes. Et du coup, ça peut être pas mal d'être positionné sur ces deux milieux de terrain. Voilà. Mes attaquants, j'hésite encore, j'attends, mais ça ne Alors, devrait pas tarder à la sélection. je vais te faire un petit retour. Je trouve que ton raisonnement, il est super bon et c'est même celui que j'ai mis en avant là dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu veux acheter des mêmes coins, soit tu les achètes sur les plateformes centralisées, soit sur... mais si tu veux avoir plus de choix, tu es obligé d'aller sur les plateformes décentralisées. Et les plateformes, les meilleures plateformes décentralisées sur Solana, c'est clairement voilà, Jupiter et Redium. Entre Jupiter et Redium, je préfère de loin Jupiter. Je t'explique, moi Redium, j'ai été au tout début, j'ai fait toutes leurs IDO, j'ai eu du Redium à 16 dollars. Et en fait, Redium, c'est plus aussi dynamique que ça. Pour moi, Jupiter a rendu Redium dépassé. Dans le sens où aujourd'hui, bah, Jupiter, quand ils vous font, ils vous proposent des routes, ils prennent en compte Redium dans leur comparateur de prix. Et Jupiter, ils ont un token de Launchpad. Et en plus, ils ont créé une communauté qui est beaucoup plus attachée à Redium. Ce qui fait que tes tokens Jupiter, tu as moins envie de les vendre que tes Redium. Parce que Redium, avant, tu les vendais pas, tes Ray, parce qu'il y avait des IDO. Aujourd'hui, il n'y a plus d'IDO sur Redium. Donc, Ouais, c'est vrai que j'ai vu que Jupiter, il y avait ce système aussi d'ASR, c'est-à-dire que pour avoir des récompenses, il faut participer au vote et du coup, ça incite au côté communautaire. Par contre, en fait, pourquoi j'ai choisi les deux et j'ai pas fait de distinction? oui. Parce qu'en fait, quand il y a eu le même coin de Trump et du coup le Melania, et ben moi j'étais réveillé pour le Melania et en fait j'ai voulu, j'ai trans j'ai transversé j'ai swappé des cryptos. Et le problème, c'est que la blockchain Solana, elle était complètement Ouais, saturée. ouais. Toute la soirée, mais c'est-à-dire que ça soit le wallet fantôme, que ça soit toute la blockchain, out. Et c'était la première fois de ma vie que je vois ça, parce que même en tant que développeur, j'ai toujours mis en avant le côté performance de Solana. Et là, ça m'a... Ouais, j'ai dit, ah ouais, quand même. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que quand tu swaps sur ton fantôme, des Mhm. fois, il va choisir il va différencier des fois l'un, des fois l'autre. Ça dépend en fait du splittage, pardon, du split. Donc Slippage. du coup, j'ai pris les deux et Ouais. voilà. Donc milieu de terrain, ça veut dire c'est pas all-in, mais quand même, on va voir ce que ça donne. Ok. Et moi, ma question, Oui. du coup, c'était justement ça, c'est que j'ai regardé un petit peu, parce que je me Ah, suis dit, quitte à en avoir, et je sais que je vais les garder quand même plusieurs mois, autant faire du stacking. Et quand je suis allé sur leur plateforme pour voir un petit peu les rendements, j'ai vu que, bon, c'était toujours intéressant, c'était quelques pourcents. Par contre, il y avait une proposition qui était pool de liquidité. Et là, les pourcentages, ils étaient vraiment intéressants, mais ça avait l'air un peu technique. Donc, j'ai prévu de me renseigner là-dessus, mais pour savoir si toi, t'avais déjà t'étais déjà positionné, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? oui. Si voilà, si on pouvait avoir un petit retour. Ok, super. Déjà, je veux te rajouter une chose par rapport à Jupiter et Radium. Le problème, c'est que tu as limite tes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si la blockchain Solana a un problème demain, bah, les deux vont prendre très cher. Donc il faut, à ta place, éventuellement, je chercherai un équivalent à Jupiter sur une autre blockchain pour mieux j'ai oublié le mot. Oui, me Bref, diversifier. ouais, te Bah, diversifier. t'as raison. Et d'ailleurs, cette blockchain, elle est déjà toute trouvée. C'est celle dont tu as parlé, c'est la blockchain base. Ouais. Mon objectif, ça va être de trouver l'équivalent, mais j'ai pas encore fait suffisamment de recherche Bah, encore. ça C'est en existe, cours. ça existe pas encore, tu vois. Ça Et, existe. et par rapport à ta question des pools de liquidité et le staking simple, alors les pools de liquidité te permettent d'avoir des meilleurs rendements, mais le problème c'est que tu as des impermanent loss.
Ça signifie que le plus souvent dans les pools de liquidité, tu dois mettre ensemble deux cryptos, le JUP avec le SOL. Mais s'il y en a une qui performe plus que l'autre à un instant T, à la fin, quand tu vas vouloir déstaker, tu vas avoir des frais, enfin, j'arrive pas à le dire en français, mais bref, tu vas avoir des impermanent loss. Tu n'auras pas forcément le même rendement que si tu avais du staking simple. Par exemple, staking simple, si on te dit 10%, tu as 10% à la fin. Alors que l'impermanent loss peut atténuer grandement le pourcentage entrevu de ce qu'on te met en avant dans les pools de liquidité. Et, et moi, ça m'est déjà arrivé. Et ce qui fait que je préfère ne pas le faire et prendre juste du staking simple et au moins j'ai une sécurité sur mes revenus. Mais tu peux quand même trouver des rendements dynamiques. Ça se joue. Il y a des poules qui sont intéressantes. Il y a, par exemple, sur ING, il y avait le cas avec Kunt ING. Mais sur Sol, il y a des choses à faire. Mais il faut creuser. Mais tout n'est pas forcément intéressant. Il ne faut pas se faire appâter par la vitrine des pourcentages énormes avec pool de liquidité. C'est pour ça que je te pose la question, parce que effectivement, j'ai vu ces petites contraintes et je voulais voir si tu avais déjà eu justement Pour que tu comprennes mieux, tape sur Google Impermanent Loss. Ça marche. Bah après, j'ai compris le concept en Ok. gros, mais j'ai vraiment envie que le jour où je dépose mon coin, je sois en tout état de cause, je sais à 100% qu'est-ce qui peut se passer, que ce soit positivement ou négativement. Ok. Donc avant d'aller dans les poules. Ok. Bah, fais ça au début avec une petite somme pour bien comprendre et voir les valeurs que tu sors. Et voilà, prends en compte cet effet d'impermanent loss. Super, merci Ouais. beaucoup. Philippe? Philippe, t'es là? En voiture? Ah, toujours dans les transports en commun, pas de souci. Loris? Loris, t'es là? Loris? Je crois qu'on leur a fait peur avec notre discours. Ah non, il est là. Loris, ton micro, il marche? Allô? Ouais. Ouais. Pourquoi tu as autant de conviction sur ING? Alors, alors, parce que tu viens d'arriver, donc c'est pas grave, je vais te réexpliquer mon contexte. Moi, j'ai été sur Solana en 2021, au tout début, en janvier 2021. Et en fait, sur Solana, j'ai pas seulement acheté du Solana, j'ai acheté tous leurs altcoins, j'ai fait toutes les IDO, j'ai vraiment testé toutes leurs plateformes. Et l'année dernière, quand j'ai commencé à m'intéresser à ING, j'ai vu ce que j'ai revu du Solana de 2021 en termes de facilité d'utilisation, en termes de potentiel, du fonctionnement, l'utilité. J'ai revu la même chose. Donc aujourd'hui, pour moi, ING, en plus c'est un layer 1 comme Solana, il a le potentiel pour devenir le nouveau Solana. Aujourd'hui, ce qui manque à ING pour exploser, c'est la total value locked. Il n'y a pas assez de liquidité qui est rentrée dans ING. L'année dernière, on a eu un bon départ avec deux plateformes comme Hydro et Dojo qui sont bien montées. Mais à un moment, avec l'Alvin, elles ont calé. En plus, Dojo, ça s'est écroulé vu que leur chef est parti. Et Hydro, oui, ils ont des liquidités, mais ça reste. Il n'y en a pas encore assez de fonds. Donc, on a besoin de plus de plateformes qui se développent sur ING pour potentiellement atteindre voilà, Solana. Et en fait, la deuxième chose que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, sur Solana, ben, il y a trop de monde. Et quand il y a trop de monde, et ben, la part du gâteau à manger pour toi, ben, elle est trop petite. Alors que sur ING, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Ce qui fait que quand tu touches un airdrop ou quand tu arrives en avance sur un projet, tu es vraiment en avance et en premier. Et quand tu es en premier, ben, c'est là où tu peux gagner le plus. Donc pour moi, aujourd'hui, dans le risque, le ratio risque-gain, il est beaucoup plus important à aller chercher sur ING que sur Solana. Est-ce que Ok. ça répond à ta question? Ouais, j'ai à peu près compris. Très bien. Super. Dis-moi si tu as Merci. d'autres questions. Non, c'est bon. C'était mon premier live. C'était sympa. Super, J'ai appris plein de trucs. Voilà. Merci. je t'en prie. On continue. Après Loris, il y a eu... Ah, Gabriel. Ouais, je suis là, mais Ouais, j'ai salut vu. d'ailleurs, bonsoir. Je n'ai pas dit bonsoir parce que je suis arrivé en retard. Je ne pouvais Pas de pas souci. couper.
Mais du coup, j'ai pas grand chose à dire. Hein. J'ai suivi le live de façon un peu compliquée car je m'occupe aussi de mon petit à côté. Donc voilà, il fait ses petites bêtises. Hein. Pas de souci. Rien de méchant, mais voilà, faut s'en occuper. Est-ce que tu as une question externe? Normalement, non. Parce qu'on échange de temps en temps, donc tu vois, donc ça va. Ça va. Je suis jamais pressé, donc quand je pose la question, je pose et après, si tu réponds plusieurs jours après, c'est pas grave. On est bases après, mais du coup, voilà. Là, tu connais mon portefeuille, on va dire. Ouais. Par contre, ouais, il y a peut-être un truc, je sais pas, peut-être tu le sais, j'avais pas posé la question. Là, comme tu vois, j'ai quand même 2-3 portefeuilles où j'ai des NFT, mais je vois qu'en ce moment, ça bouge pas niveau airdrop. Ça s'est arrêté net. Ah, les NFT, hein, c'est des modes. Hein. Tu les achètes quand c'est calme et tu les vends quand c'est haut. Oui, mais moi, le premier Ninja et Cool, c'est surtout pour les airdrop Cool là qu'on recevait une fois de temps en temps par hasard comme ça. Il y a à peu près une fréquence une fois par mois, je crois, et là, il n'y en a plus. Bah, il a expliqué hein, pourquoi il a arrêté. C'est parce que il y a trop de personnes qui ont en quelque sorte fraudé son fonctionnement de programme AirDrop. Donc pour lui, il a arrêté. Voilà, c'était plus. Alors, je parle pas du programme ambassadeur, hein, mais des airdrops qu'on recevait en plus comme ça pour ceux qui détiennent le NFT. Ah, il y en a eu un avec le Xion, XION, mais là il fallait le détenir pendant plus de 8 mois. Et en fait, les airdrops, il faut être patient. Ça va tomber du jour au lendemain. Et du coup, la question, c'est vraiment, c'est intéressant du coup que je garde ces NFT-là pendant une très longue période. Je veux dire, c'est un peu un investissement à long terme, quoi. Alors, long terme, non. En haut de bull run, oui. Mais oui, clairement, quand tu es détenteur d'un NFT, il faut. Comment dire? Faut pas te dire je vais avoir un airdrop du jour au lendemain. Tu sais très bien comment ça marche. Là, il y en a eu deux. Par exemple, en prenant le premier Ninja, il y en a eu deux gros majeurs. Il y a eu Omni au mois d'avril et le Xion au mois d'octobre. Et les deux ont donné environ 1000 $. Tu vois? Donc là, tu te dis, est-ce que je dois le vendre et encaisser une perte ou attendre un airdrop? Bah, il y a deux poids, deux mesures. Si tu as vraiment besoin des liquidités, vends-le. Mais si tu n'en as pas besoin, moi, par exemple, les deux que j'ai, je les garde parce que je me dis que l'airdrop pourrait largement compenser la marge achat-perte que je pourrais avoir. Dans ma stratégie, c'est ça, je préfère les garder parce qu'il y a un gros potentiel sur le moyen long terme. Ouais. Et puis, en haut du bull run, comme on s'était déjà parlé, les NFT surperforment la blockchain. Oui, oui. Donc là, je pense que quand l'ING prendra bien, allez, on va dire, il fera x3, il y a moyen que le NFT prenne beaucoup plus de valeur à la chaîne initiale. Hein. Pas que. Totalement. ING, ce sera l'arbre qui cache la forêt. Mais attention à quand même un détail. Le NFT peut augmenter en valeur, mais pas forcément en ING. Donc peut-être de le revendre aujourd'hui à 19 ING, tu récupères plus d'ING aujourd'hui que demain, même s'il augmente en valeur. Ok. Mais ça peut aller dans les deux sens, tu vois. C'est un pari à prendre. Ok. Là, pour l'instant, je les garde. Ok. Théo? Alors moi, j'ai plus beaucoup de questions. On a parlé plusieurs fois de Base. Oui. Et je me posais la question, est-ce que tu choisirais plus d'investir dans la crypto Base ou dans des actions de Coinbase? Bah, la crypto Base, elle n'existe pas pour le moment. D'accord. Et moi-même, hein, j'ai été étonné, tu vois. En fait, aujourd'hui, quand tu payes sur Base, tu payes en Ethereum avec le Layer 2. Et c'est des frais d'Ethereum qui sont équivalents à quelques centimes. Alors que quand tu es sur le Layer 1, c'est 10-20 $. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Base va garder ce système de Layer 2 ou vont peut-être migrer et sortir leur propre token Base? Dans ce cas-là, ouais, ça peut être clairement intéressant parce que ça va être un token comme le BNB.
Et par rapport à l'entreprise Coinbase, bah, c'est deux choses différentes, deux expositions différentes et deux mêmes fiscalités, j'ai envie de te dire, différentes. Tu vois. Mais aujourd'hui, Coinbase, c'est c'est solide. Mais quand il y aura un bear market, l'action Coinbase souffrira autant que le token Base. Tu vois. Ok. Et tu peux le regarder historiquement, le cours de l'action Coinbase depuis mai 2021. Elle suit logiquement le marché crypto. Quand le marché crypto est dynamique, bah, Coinbase a des utilisateurs, génère des frais, fait des revenus, et bah, l'action prend. Mais quand il y a moins d'utilisateurs, il y a moins de frais, il y a moins de revenus chez Coinbase, bah, l'argent redescend. Donc ça va suivre le cours le cours du marché. Donc à ta place, dis-toi que c'est la même chose. Et si tu as des fonds à allouer, autant de diversifier sur d'autres types d'actifs. Parce que ce sera la même chose. Que ce soit Base ou l'action Coinbase. Ok, merci. J'en prie. Thibaut, Moi, j'ai plus trop de questions là, j'avoue que. Ouais, ça marche. merci. Ça marche, pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer? Ah, attends, Cyril, il m'a même pas fait la réflexion. Mais il y a un petit tirage au sort pour. Je voulais voir si tu allais t'engluer tout seul, mais non, non, t'as rebondi, c'est Regarde, bien. regarde, c'était prévu, hein. Tirage au sort du INJ à gagner. Non, non, mais À chaque live, il y a une ING à gagner. Ça dépend, j'essaye d'alterner. Un live, un INJ, un live, un autre truc extraordinaire. Comme la dernière fois, c'était la carte Pokémon à 100 euros, tu vois. Ok, cool. Alors attends, je mets le nom de chacun. Tac, donc il y a Andy, Béatrice, Chris, Cyril, Loris, Gabriel, Younes, Philippe, Théo, Thibaut et Younes. Ok, alors. Ok. Andy, dis-moi stop. Andy, Ouais, ouais, j'ai entendu. Ouais. dis-moi stop. Ok. Stop. Ok. Alors, un papier. On va voir qui c'est. Et aujourd'hui, le gagnant, c'est. Ah bah, ce sera pas le gagnant, ce sera la gagnante, c'est Béatrice. Ouais, félicitations. Trop bien, merci. Et bah, félicitations. Béatrice, tu m'enverras ton adresse INJ et je t'enverrai le petit INJ. Voilà, Ah bah, super, merci beaucoup. super. Très bien, Et bah, merci. pour finir, vous voyez, en ce moment, il y a de la peur, il y a de l'euphorie, mais il faut pas oublier une chose, on est dans une tendance haussière long terme. Donc, utilisez tous les moments de peur en opportunité pour recharger votre moonbag. Ne vous faites pas polluer par l'information à droite à gauche. Moi, je vous ai dit, regardez à mon niveau, je suis toujours focus sur mon objectif d'avoir 1000 INJ. C'est en cours, là j'en suis à 900. Et puis voilà, on avance chaque jour et il ne faudra pas louper ce pic de bull run pour faire vos profits. Ok, allez, bonne soirée tout le monde et puis Allez, à bonne soirée. bientôt dans le groupe. Ciao. Merci, bonne Bonne soirée. soirée, merci. Bonne soirée. Ciao à tous.